Je lui ai dit directement que il faut que vous changiez déjà cette méthode de communiquer le langage et la rédaction. Donc là, j'ai dit directement qu'on change tout ça. Maintenant, on dira, quand il y a DRA, la carte me soutera. Ah, les gars, comprendre. Voilà, directement, un jeune, quand il voit la carte, il sait que quand il y a DRA, ça veut dire problème. La carte me soutera, la carte m'aide. Donc directement, quand il voit l'affiche, il sait directement qu'avec cette carte-là, il pourra régler plusieurs problèmes. Normalement, le produit a fait une bible. Voilà. Mais malheureusement, il a voulu revenir à l'ancienne méthode et l'entreprise est tombée. Donc, Abraham Djoré, comment ça va? Bienvenue dans le business plan. Merci beaucoup, ça va très bien, Yannick. Génial. Tu sais que tu es l'un de nos premiers invités. Super. Donc, j'ai décidé de lancer ça grâce à, grosso modo, mes associés, puisqu'on a créé Shokanawa Studio. Et on a décidé de faire une partie qui sera réellement axée sur le business, comme son nom l'indique, business plan, avec des personnes qui font du business et qui peuvent aussi donner des informations constructives que les gens peuvent appliquer immédiatement et ça peut leur réussir. Et ils peuvent nous parler aussi de leur parcours et de leur entreprise et tout ça. Donc, on essaie de mélanger tout cela et de foncer. Super. Donc, Abraham Djoré, est-ce que tu peux te présenter à l'audience du business plan? Qui tu es et qu'est-ce que tu fais concrètement? Abraham Djoré, déjà, est spécialiste en communication digitale, directeur général de la NMAW Society, qui est une entreprise de communication, directeur général de Nvolaille, qui est une entreprise dans le domaine de la vente et l'élevage des poulets, et chargé de communication du directeur général de la Poste au niveau digital et chargé de communication de Ramatoulaye DJ. Voilà. J'aime les CV comme ça. Et j'oubliais un point très important, conférencier et motivateur web. D'accord, voilà. Ok, toutes ces casquettes-là. Ouais. Je t'ai découvert dans une émission qui est passée récemment sur une autre chaîne, je veux pas dire son nom, parce qu'ils nous payent pas. Quand ils nous paieront, on verra ce qui peut se passer. Après, je trouve le format intéressant, je le trouve juste trop court par rapport à tout ce que vous pouvez donner quand on a un parcours comme le tien. Et ce qui m'intriguait, c'était de savoir quel âge tu avais. 22 ans. 22 ans. Ok, tu as déjà tous ces casquettes-là à 22 ans. Ouais. D'accord. Donc, comment ça s'appelle ton business principal, c'est NMAW Society, si je comprends bien. Exactement. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous faites dans NMAW Society concrètement? Bon, avant d'aller directement sur NMAW Society, je voudrais dire que à la base, le projet c'est plutôt NMAW Group. D'accord. L'idée c'est ça, la perception c'est ça, de créer plus d'une dizaine d'entreprises dans un groupe, NMAW Group. Mais la première entreprise de NMAW Group, c'est NMAW Society, que j'ai créé en 2018 officiellement. Sinon, depuis 2016, je suis entrepreneur avec une entreprise événementielle avec laquelle on a créé le Festival africain d'art et de culture. Et pour des raisons personnelles et liées à, je dirais, ma religion, j'ai décidé de laisser le côté événementiel, le côté showbiz, me concentrer plutôt sur le côté professionnel et donc l'entrepreneuriat au niveau de la communication. Donc, NMAW Society, c'est l'entreprise de communication que j'ai créé en 2018 suite au retour de plusieurs constats. Ok, lesquels? Déjà, le contexte, c'est que en 2018, j'ai participé à plusieurs concours d'entrepreneuriat. Et le dernier concours en 2018 dans lequel j'ai participé, et pour faire le nom du concours, m'a permis de pouvoir, ou bien on peut le dire, oui, j'ai aucun problème avec ça. Ok, c'est Africa Startup Tour au Bénin, 2018, où il y avait 500 candidats. Et sur les 500 candidats, on était 70 retenus dans toute l'Afrique, dont 3 en Côte d'Ivoire. Donc, 70 dans toute l'Afrique? Oui. Okay. Et donc 3 en Côte d'Ivoire pour représenter la Côte d'Ivoire à ce concours au Bénin. Et là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire en termes de communication. Parce que pour ce faire, j'ai pu participer à des événements ou à des visites au Ghana, au Togo, au Bénin même, et aussi en Côte d'Ivoire. Et l'année surpassée au Cameroun. Donc, je me suis rendu compte que dans ces différents pays, il y avait un problème de communication.
D'accord. Donc, il fallait qu'on puisse régler ce problème-là. Quand tu dis communication, c'est par rapport aux institutions, c'est par rapport aux entreprises, c'est par rapport à qui exactement? Là, directement, on découle un peu sur l'un de nos concepts, sinon nos services au niveau de la NMAW Society, qui est plutôt le projet La Com Afrique. En réalité, la Com Afrique est un ensemble de méthodes de communication adaptées au territoire africain. Je le dis pourquoi? Parce que dans ces différents pays, je me suis rendu compte de 2 problèmes. Le premier problème, c'était que beaucoup d'entreprises utilisent la méthode de communication classique, ou sinon archaïque. J'appelle méthode de communication classique ou archaïque l'entreprise, par exemple, qui utilise la méthode de communication pour partager des flyers, mettre des affiches sur les pancartes publicitaires, tout ce qui est basé sur le physique. Or, il faut savoir qu'en réalité que toute la communication qui est basée sur le physique n'est pas concrète. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par n'est pas concrète? N'est pas concrète, c'est-à-dire on peut imprimer 500 flyers, partager à 500 personnes et se retrouver le même jour dans le même lieu avec les 500 flyers par terre. Surtout dans les pays africains francophones. D'accord. Donc, ce sont des dépenses inutiles en fait. Par contre, avec la même somme de 500 flyers, si on réalise une affiche et qu'on la maximise sur les réseaux sociaux, forcément, on n'aura pas la même perte que celle physique. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que sur Internet, on peut cibler plutôt les personnes qu'on veut atteindre. Or, les pancartes publicitaires, Abidjan ne peut pas les cibler. Ici, tu places une pancarte, toutes les personnes qui passent peuvent la voir. Donc, plus des personnes regardent, moins tu peux cibler les personnes que tu cherches vraiment. Donc, cette méthode archaïque a fait que plusieurs entreprises pensent qu'elles sont en effet de la communication, mais en réalité, elles sont dans la méthode de communication classique et sinon obsolète, en fait. Donc, elle pourrait être plus efficient avec les réseaux sociaux. Exactement. Parce que j'ai fait pour information, bon, les gens vont apprendre à savoir de plus en plus. Je viens de France. Donc, ça fait pas très longtemps que je suis là. Et effectivement, c'est le même constat que j'ai réalisé et en me disant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis ici. Professionnellement parlant, c'est grâce à Internet. S'il n'y avait pas Internet, je serais pas ici. Parce que je peux bosser d'ici et pour bosser avec des clients en France et tout ça. Exactement. Et effectivement, le côté communication, c'est-à-dire faire de la publicité avec des affiches, ça sera pour moi toujours là. Je vois les affiches, comment ça s'appelle, les flyers et tout, ça sera toujours là. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus efficaces comme les réseaux sociaux qui vont coûter beaucoup moins cher finalement pour acquérir un client, le coût d'acquisition du client. Et effectivement, tu peux cibler exactement qui tu veux acquérir. Quelle est la meilleure plateforme que tu utilises pour ça? Plutôt Facebook. Plutôt Facebook. En Côte d'Ivoire, Facebook, parce que les derniers chiffres montrent qu'il y a plus de 4 900 000 Ivoiriens sur Facebook. Compte environ 600 000 Ivoiriens sur Instagram et environ une centaine de mille sur Twitter. Donc, Facebook prime directement sur tous les différents réseaux. Mais si je devais choisir, ce serait plutôt sur les sites internet, j'allais plutôt travailler assez parce que le taux de pénétration d'Internet sur le territoire, le taux de personnes qui utilisent Internet sont de 46%. 46% sur combien? Parce que sur les 24 millions d'habitants, il y a 46% de la population qui est sur Internet. D'accord. Donc du coup, quand on enlève les petits millions de personnes sur Facebook, Instagram et autres, on se rend compte que la vraie population est sur les grands sites de vente, de chat et tout ça. Lesquels par exemple? Les sites de vente, on parlera directement de Jumia. On parlera des sites d'information comme Abidjan.net et des sites aussi de formation comme Educarrière. Ce sont des sites qui sont toujours dans les statistiques de We Are Social chaque année. D'accord. Voilà, les meilleures statistiques, les meilleurs sites les plus visités en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je dirais que voilà, au niveau des réseaux sociaux, je me baserai plus sur Facebook. Et pour revenir brièvement au deuxième point, comme je disais tout à l'heure, en plus de la méthode de communication classique, il y a une deuxième méthode aussi que beaucoup d'entreprises utilisent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Eldorado de l'entrepreneuriat, c'est en Afrique. Et beaucoup d'entreprises occidentales, beaucoup d'entreprises de l'extérieur aiment venir investir sur le territoire africain. Mais l'inconvénient, c'est que à 90%, ces entreprises-là utilisent la méthode de communication importée. C'est-à-dire, on a tendance à dire que les Africains aiment copier sur les personnes de l'extérieur. C'est ce que tu as dit dans la vidéo que j'ai vue. Exactement. Et j'étais intéressé pour savoir exactement de quoi tu parles quand tu dis cela. Je le dis, par contre, je prends l'exemple d'une entreprise qui habille. L'entreprise qui habille, par exemple, dans ses débuts, réalisait des pancartes publicitaires ici à Abidjan. Et sur les pancartes, on a l'habitude de remarquer que les personnes, ce sont des personnes de peau blanche. Et nous savons très bien qu'il y a la mentalité ivoirienne. Une personne ivoirienne qui voit des pancartes dans Abidjan avec une personne blanche, il y a deux choses qui viennent dans la tête. Soit le produit est cher, soit le produit est bon. Mais les personnes qui disent que le produit est bon sont très minimes.
par rapport à ces personnes qui pensent que le produit est cher. Et directement, lorsqu'on se dit que le produit est cher, on se met une barrière. Et Kiabi directement perd la clientèle. Or, cette méthode, c'est une méthode occidentale parce qu'ils ne veulent pas réaliser d'autres affiches, changer la charte graphique et j'en passe. Plusieurs choses internes de l'entreprise. Ils veulent appliquer la même méthode européenne sur le territoire africain. Pour ne pas modifier en fait leur réalisation. En le faisant, cela a des impacts parfois négatifs sur le potentiel client qui est l'ivoirien. Donc, est-ce que tu as constaté un changement de stratégie de leur part? Exactement. Déjà au numéro 1, ils ont pris un influenceur ivoirien qui est Kérosène. Déjà pour son comportement, puisque je dirais directement que on sait que Kérosène est une personne qui s'habille assez. Donc, qui a bien s'associer à Kérosène, en plus d'avoir une visibilité, on le connaît en tant qu'une personne qui se sape. Donc, du coup, ça crée aussi une synergie entre la publicité de la personne et de son comportement. D'accord. Et toutes les personnes qui aiment Kérosène directement peuvent acheter les produits. Et même si aujourd'hui, Kiabi n'a pas encore adopté efficacement la méthode de prendre des personnes noires pour les sur les pancartes, on voit aujourd'hui qu'il y a plusieurs personnes métisses qui commencent à arriver. Il y a moins de personnes blanches sur les pancartes. Ok, donc finalement, si je peux être très direct par rapport à ce que tu veux me dire, enfin, par rapport à ce que tu veux me dire, par rapport à ce que tu dis, l'importation de la méthode occidentale, entre guillemets, c'est le changement des personnes que l'on voit à l'affiche finalement, en termes de couleur. Oui. Qui fait non, c'est l'un des aspects. On peut aller même sur les langages. Ok. Je prends, par exemple, en Côte d'Ivoire. Je donne une anecdote rapidement avec une entreprise italienne avec qui je travaillais. J'étais arrivé dans leur entreprise et, excusez-moi du thème, l'italien appelait les jeunes ivoiriens les inconscients. C'est comme ça qu'il les nommait. D'accord. Et quand je suis arrivé en tant que chargé de communication, il m'a dit, bon, voici notre produit qui est une carte de réduction dans les restaurants, dans les hôtels, dans plusieurs coins. Et je voyais les phrases avec la carte, vous pouvez manger moins cher, vous pouvez, avec en grippe de gros français. Voilà. Donc, je lui demandais, mais la cible, c'est qui, en fait? Il disait, la cible, ce sont les inconscients, ce sont les jeunes. J'ai dit, ok, mais si vous voulez vraiment atteindre les inconscients, comme vous le dites, ces différentes phrases-là ne pourront pas les atteindre. Il faut utiliser des langages qui sont adaptés à ces personnes-là. Ça remonte à combien de temps, ça? 2 ans maintenant. Ah, bah, en plus, t'es la cible, puisque t'avais 20 ans. Exactement. Ok, ça marche. Donc, je lui ai dit directement que il faut que vous changiez déjà cette méthode de communiquer le langage et la rédaction. Donc là, j'ai dit directement qu'on change tout ça. Maintenant, on dira, quand il y a drap, la carte me soutera. Ah, les gars, comprennent tout. Voilà, directement, un jeune, quand il voit la carte, il sait que quand il y a drap, ça veut dire problème. La carte me soutera, la carte m'aide. Donc, directement, quand il voit l'affiche, il sait directement qu'avec cette carte-là, il pourra régler plusieurs problèmes. Et comme influenceur à l'époque, j'ai pris par exemple Pancho le Gâté. Voilà, pour pouvoir l'associer à ce produit. Normalement, le produit a fait un bim. Voilà. Mais malheureusement, il a voulu revenir à l'ancienne méthode et l'entreprise est tombée. Ok. Voilà. Donc, vous avez vu que clairement quand vous avez fait, par exemple, cette campagne publicitaire, une augmentation du chiffre d'affaires. Exactement. Et même assez des partenariats avec des salons de coiffure, des restaurants et tout. Mais dès qu'ils ont repris l'ancienne méthode, l'entreprise est tombée. Ils ont même fermé l'entreprise. Ok. Ok. Écoute, c'est ce qui explique voilà. Effectivement la méthode importe. On va dire la technologie est bonne. Mais c'est juste la méthode qu'il faut... Exactement, la technologie, je dirais tous les Occidentaux ont la meilleure technologie. Ok. Mais c'est juste la méthode au niveau du langage, au niveau des contenus. Le véritable problème, c'est ça. Au niveau du langage, au niveau des contenus. Quel est le frein que tu as pu remarquer par rapport aux entreprises ivoiriennes, petites, moyennes ou grandes, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux? Parce que moi, je pense que véritablement, on peut faire un carton en utilisant Internet et en particulier les réseaux sociaux parce que tout le monde est sur son téléphone. Exactement. Donc, est-ce que toi, tu vois comme frein quand potentiellement tu abordes un prospect? C'est quoi son blocage par rapport aux réseaux sociaux? De faire de la publicité, monétiser cela? Je dirais parfois qu'il y a quand même un petit problème, mais le problème est parfois gérable. Je m'explique. Au niveau des petites entreprises, par exemple, encore tu vois, quand tu dis les petites entreprises, elles sont petites. En termes de moyens, en termes de fonds. Et il faut dire aussi que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les petites entreprises surtout, ont une grande visibilité sur Internet. Ouais. Mais malheureusement, les plus grandes, sinon les moyennes, ne trouvent pas l'importance, en fait, d'être sur les réseaux. Je le dis avec une preuve parce que, en 2020,
si je ne me trompe pas, les 500 meilleures entreprises avec un fort chiffre d'affaires en Côte d'Ivoire. Ouais. Sorti dans le magazine, je crois, PME. Mm. J'ai pris ce magazine, j'ai fait la recherche des 20 premières entreprises. Sur les 20 premières entreprises, il n'y avait que 2 qui étaient sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Donc, je me suis rendu compte que les personnes qui ont plus d'argent, les entreprises qui ont plus d'argent, ne s'intéressent pas aux réseaux sociaux. Ok. Ça, c'est une catégorie. Voilà. Maintenant, quand tu dis les petites Les petites entreprises, par contre, elles sont plutôt ambitieuses dans le sens où, malheureusement, elles sont petites. Elles ont les petits budgets pour travailler sur les réseaux sociaux, mais elles veulent des grands résultats. Ok. Quel serait le budget idéal pour démarrer sur les réseaux sociaux d'après, par exemple, sur une campagne Facebook? Ok. Je dirais directement que pour une campagne Facebook aujourd'hui, on ne peut pas faire une campagne sur Facebook sans faire sur Instagram. Puisque les deux vont de pair aujourd'hui, il y a l'option de sponsoriser sur Facebook en même temps, sponsoriser sur les deux en même temps, Facebook et Instagram. Donc, je dirais pour un bon début de com, 150 000, c'était déjà bon. Pour une personne, qui veut se lancer elle-même. Mais si elle veut travailler avec un professionnel, même avec 100 euros, 105 000 francs, c'est possible. Comme anecdote, je dirais qu'il y a une dame qui a une entreprise de vente d'habits de bébés. Ouais. Qui était perplexe. Trop facile. Oui, qui était perplexe avec le projet de la Com Afrique, qui prend les habits à l'extérieur pour venir les vendre. Ouais. Je lui disais, par exemple, que l'importance des réseaux sociaux est primordiale dans votre vente. Elle était un peu perplexe. Donc, je lui ai dit, OK, donnez juste 100 euros. D'accord. Ne payez pas la main d'œuvre, je vous fais la sponsorisation gratuite sur les 1 mois. Encore, parce qu'il y a plusieurs aspects sur ça, là. OK. Il y a la sponsorisation, mais après, tout ce qui est photo, vidéo et tout ça, c'est toi aussi qui t'as inclus ça dedans? Parce que ça aussi, c'est un coût. Oui, bon, dans son cas, elle avait déjà les images réelles du produit. Ok. Donc, je n'ai pas voulu même travailler là-dessus. Je n'ai rien fait pour lui montrer que, certes, le contenu est important, mais s'il y a un bon spécialiste qui cible et qui sponsorise normalement, elle peut avoir des bons résultats. Donc, on est allé sur cette base-là, j'ai sponsorisé sur les 1 mois. En moins d'une semaine, elle m'avait déjà écrit pour me dire qu'elle a commencé à vendre hors d'Abidjan et tout. Et en moins d'1 mois, elle a fait un chiffre d'affaires de 800 000. Alors, je suis pas surpris. Moi, je suis pas surpris parce que je connais ça. Exactement. Comment on appelle ça? Elle vendait des habits pour enfants. Oui, pour enfants. Et t'as utilisé Facebook et Instagram pour targeter. Plus Facebook parce que on n'avait pas encore créé la page Instagram. D'accord. Facebook. Mais de toute façon, c'est toujours une réalité. Quand tu dis enfant, c'était bébé, de quel âge à quel âge? C'est moins d'1 an. C'est moins d'1 an, je pense. Donc, t'as tous les critères, parce que Facebook, tu peux targeter les gens qui viennent d'avoir un enfant. Exactement. Les sexes des personnes et tout. Et tout ça. Ok. Mais je me base là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est facile pour d'autres. Mais le problème, c'est que le véritable souci, c'est au niveau des négociations des produits. Elles ne vendent pas des produits pour des personnes, en griffe des personnes standards. Genre des personnes qui vivent avec le coût minimum, le SMIC. Elles vendent plutôt des produits très chers. Disons 30 000, 40 000, des produits de qualité en fait. Ouais. C'est ce qui fait en fait mon étonnement par rapport au travail. Si elles vendaient les trucs de 1000 francs, 10 000, tout, j'allais dire bon, c'est normal quoi. Mais pour un Ivoirien qui achète, par exemple, des berceaux de bébés peut-être à 50 000, à 100 000 sur Internet, waouh. Comment on appelle ça? Tu es parent? Est-ce que tu as des enfants ou pas? Non. Pas encore. C'est pour ça que tu dis ça. Non, en Côte d'Ivoire avec la réalité. Avec la réalité. Vous êtes j'allais dire vous êtes des gars, je suis Ivoirien aussi. Ouais. D'accord? Mais dans ce pays-là, bon, que ce soit pour les fêtes, les gars peuvent s'endetter comme pas possible. Ouais. Enfants, pour en avoir 2, ma femme, elle compte pas, quoi. Je dis pas qu'elle s'endette, mais je dis que c'est pour apporter pour les mettre bien, elle se fait bien. Et on fait partie, entre guillemets, d'une classe qui est un peu privilégiée financièrement parlant. Mais il y a beaucoup de gens qui vont aller, même ceux qui n'ont pas forcément les fonds, ils vont y aller parce que c'est mon constat. Et partout dans le monde, c'est pas comme que ivoirien, c'est pas que africain. C'est que les gens aiment bien, ok, tu mets bien ton enfant, mais aussi le regard des autres. Ah, ton enfant est bien habillé. Ah, c'est l'enfant des trucs. Ok, hey, cette dame-là, ou les personnes qui sont grosso modo dans le même business qu'elle, bien sûr que je augmenterai les prix. Je vendrai pas des trucs à 1000 francs. Je vais vendre à 40 000. Elle a mis que 100 euros. Elle a plus que quadruplé. Exactement. 800 000. Oui. Disons plus de 10 fois même si c'est qu'elle a mis dedans. C'est clair. Ouais.
C'est clair, c'est clair. Mais vous avez reconduit ou elle a arrêté aussi, elle est tombée? Non, on reconduit toujours la collaboration. On continue à travailler ensemble là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à travailler. Je dirais qu'on est toujours dans la période d'essai. D'accord. Parce que je dirais que moi, quand je dois collaborer avec une personne ou une entreprise, dès que je sens qu'il y a la personne qui est un peu perplexe sur le choix de la collaboration, comme on dit dans notre jargon, quand la personne n'a pas une confiance en toi, tu fais exprès, tu te joues aux bêtes, tu dis, OK, je vais te montrer de quoi je suis capable d'abord. Donc, on va sur ça. Quand je te montre mes cartes, tu es fort maintenant, et puis voilà, on reconduit une bonne collaboration. Ça marche. Comment on appelle ça? Quels sont... Moi, j'en veux pas forcément aux entreprises. Parce que, malheureusement, ici, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils savent faire quelque chose. Et finalement, ils savent pas faire. C'est un avantage pour celui qui sait faire, comme toi. Parce que derrière, quand tu viens, bon, tu montres et puis il y a plus besoin de parler beaucoup. Mais il y a tellement de gens qui, grosso modo, te vendent du rêve. Exactement. Que c'est assez perplexe et je comprends pourquoi ils continuent à aller sur des journaux papier pour faire de la publicité ou des affiches ou des flyers. Ça a été quoi tes 3 premières difficultés quand tu t'es lancé dans ça? C'est quoi les plus difficiles? Déjà l'âge. Déjà l'âge, parce qu'il faut dire que bon, j'ai commencé en 2018, j'avais à peine 19 ans dans le domaine de la communication digitale. Ok, excuse-moi de te couper. T'as fait une formation dedans. Quand j'ai formation, t'as été dans une école qui apprenait cela ou finalement tu t'es rendu compte que sur le terrain c'est différent de ce qu'on t'apprenait dans l'école? À la base déjà, j'ai appris sur le tas pendant 10 ans. Ok. Bon, je m'explique brièvement. Je suis de ceux qui ont été des privilégiés dans le domaine informatique. D'accord. J'ai eu mon premier ordinateur à 7 ans. D'accord, ok. Donc, du coup, je me suis vraiment imprégné. Pour ceux qui le savent, avant 2010-2009, il n'y avait pas Internet comme on le voit aujourd'hui. C'était plutôt aviso. Donc, il faut être vraiment huppé financièrement pour pouvoir avoir la connexion à la maison. Donc, nous n'avons pas la connexion. Donc, je travaillais plus sur Word, Excel et tout. Donc, j'ai maîtrisé déjà l'ordinateur. Et à mes 10 ans, je crois, dans mon quartier, je voyais qu'il y avait un chantier. Un monsieur qui était en train de construire une baraque là et tout. Et il finit, je me rends compte que c'est un cyber. Donc, je lui ai dit directement que je voulais gérer votre cyber. Il dit, mais tu as 10 ans et tout. J'ai dit, oui, je sais, mais je voulais gérer votre cyber. À 10 ans? Donc, j'ai travaillé avec lui 3 ans, c'est-à-dire, je vais à l'école les matins. Ouais. Lui, il partageait la connexion via Aviso. Et le cyber était juste à côté de notre maison. Donc, on a plutôt payé le câble qui reliait son cyber à notre maison. Donc, pour me payer, qu'est-ce qu'il fait? Je travaille pour lui dès que je descends des cours à 17h jusqu'à 23h, 22h. Quand je rentre à la maison, pour me payer, il me paye plutôt en nature. Il connecte la connexion Internet de la nuit jusqu'au matin. Et je reviens travailler la journée encore. Donc, ce qui a fait que déjà, j'ai eu le temps de travailler durement sur tous les réseaux, surtout sur Facebook. C'est pour ça que je ne pèse pas les mots quand je dis, par exemple, il y a 10 ans d'expérience en Facebook. Et juste après ça, la chance que j'ai eue, c'est de sortir du pays pour le concours d'entrepreneuriat. L'avantage, c'est qu'il y a des concours où on ne va pas juste pour vous donner des prix, mais on vous donne aussi des formations. D'accord. Il y a plein de concours ici, j'ai l'impression. C'est réellement intéressant. Je préfère être franc. Les concours, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Sur 100% des concours, combien en termes de pourcentage sont intéressants? Je dirais 10%. Ok. C'est cru, mais je dirais 10%. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Sur le côté financier. Sur tous les côtés, en fait. Surtout financier. Pourquoi? Parce que déjà au niveau financier, on vous donne, parfois on vous donne des coûts que vous devez avoir, mais en fin de compte, vous gagnez pas ces coûts-là. Ça, c'est un. De deux, parfois même, vous partez à un concours d'entrepreneuriat où vous êtes très bien parti pour gagner, mais avec le réseautage, vous perdez. Ah, d'accord. Les gars, copinage. Exactement. Oh, okay. Même au Bénin, on a remarqué qu'on était 70 retenus sur 500, mais quand on arrive au Bénin, on était 100. Il y avait 30 personnes. Puis c'est au Bénin, donc ils ont inséré 30 Béninois dans le projet. Tu viens chez nous. Voilà. Et tu es étonné, par exemple, quand tu vois une personne, tu demandes à la personne, chaque projet te dit, je suis tradit praticien. Tu es étonné, en fait, de savoir que bon, toi, tu réfléchis pour un projet, lui, il vient te vendre des feuilles, en fait. Ça te choisit pas. Un Corona qui est là. Donc, du coup, et j'ai été choqué, par exemple, pour un concours d'entrepreneuriat. Ici, en Côte d'Ivoire, je conseille jamais à une personne de participer à ce concours. Ça, mais je préfère taire le nom pour ne pas faire la publicité. Ou, c'était en 2018, j'ai participé au concours.
j'ai présenté un projet appelé Art de la prestation. D'accord. Qui était une sorte de mise en relation entre les artistes professionnels de l'INSAC et les particuliers. Parce que je me suis rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, même au niveau de l'Afrique, hein, il y a beaucoup d'artistes qui font les bruits et tout, qui ont plus d'avantages que les personnes qui ont fait des écoles spécialisées dans le domaine de la musique, de la danse et tout ça. D'accord. Donc, vu que j'ai un cousin qui est à l'INSAC, ouais. J'ai essayé de être avec eux durant une période et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes très fortes là-bas, mais qui n'avaient pas les opportunités. Okay. Donc, j'ai créé un site de mise en relation où quand tu vas sur le site, tu as un mariage, tu as un baptême, tu as un événement, tu peux avoir un groupe, tu peux avoir des orchestres pour venir prester. Okay. Donc, j'ai créé ce projet Art de la prestation qui m'a envoyé au Bénin. Et quand j'ai présenté en Côte d'Ivoire dans mon pays, à la fin de la présentation, le responsable du jury m'a regardé, il m'a dit, le projet ne t'appartient pas. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, tu es trop jeune pour pouvoir réfléchir à tous ces projets-là. Donc, il appartient à qui? Voilà. C'est-à-dire, c'est comme si les personnes plutôt, ne donnent pas à César ce qui appartient à César. Ils doutent parfois de la capacité des personnes qui viennent présenter leur projet. Quand tu vois un bon projet, normalement, tu dois pousser le projet. Mais quand tu vois un projet, tu peux faire décourager la personne qui a le projet et pourquoi pas me prendre le projet derrière. Parce que après, j'ai été recontacté pour me faire croire que je suis en finale, je devais repasser. Je dis non. Je considère que je me suis arrêté en présélection, je ne vais pas faire la finale. Donc, je n'ai pas fait la finale. Voilà. Parce que je pense que une personne dire à un jeune de 18 ans, à peine 19 ans, qui a travaillé jour et nuit pendant plus d'1 an sur un projet, que le projet ne l'appartient pas juste parce qu'il a été vraiment exceptionnel dans la réalisation de ce projet, c'est un peu déplacé. Et c'est pas encourageant pour le jeune. Ok. J'ai pas de souci avec ça. T'avais quel âge? 19 ans, c'était en 2018. Et en finale, tu vas me dire que t'as arrêté un peu par orgueil. C'est ça? Pas par orgueil. Je dirais plutôt, c'est plutôt si j'ai bien compris, parce que j'ai l'impression que c'est que ça. Exactement. En fait, c'est pas par orgueil, mais plutôt par conviction, en fait. Pourquoi je le dis? Parce que je le dis aujourd'hui d'une manière normale. Ouais. Et quand je dis, le projet ne vous appartient pas. Mais si vous étiez là pour voir le ton, en ce moment, j'étais avec mon assistante parce que j'ai travaillé avec plus de 5 ans. Ouais. Tout le monde était choqué dans la salle. Et il l'a dit, devant tout le monde que ce projet-là, même, tu penses que le projet t'appartient? Non. Parce que tout ce qui vient de dire là, quand il y a le projet, ça ressemble pas au projet. On a l'impression que le projet, c'est quelqu'un qui te l'a donné, c'est pas ton projet. Et quand tu vois les nuits blanches, quand tu vois que tu as pris ton ordinateur, tu allais te cacher derrière des coups pour utiliser le Wi-Fi, pour travailler dur, pour faire un projet, et quand tu te lances au visage, c'est un peu choquant quand même. Et directement, c'est pas par orgueil, mais c'est comme si on griffe la personne, te décourage en fait. Et si tu n'as pas un fond moral, tu pourras même tomber et arrêter de poursuivre, surtout que tu viens fraîchement de commencer. C'est clair. Donc, pas par orgueil, mais plutôt par conviction. Et je le dis dans toutes les conférences que j'anime, que cette expérience m'a amené à négliger beaucoup de concours d'entrepreneuriat. De sorte à ce que, normalement, un jeune entrepreneur, lorsqu'il va dans un concours, c'est pour avoir confiance en lui. Mais il y a des concours d'entrepreneuriat qui peuvent emmener des personnes à ne plus avoir confiance en elles et à arrêter carrément le parcours d'entrepreneuriat. Ok, d'accord. Par rapport à ça, puisque c'est un premier obstacle ou il y en avait eu? Dans le domaine, oui. D'accord, ok. Est-ce que c'était pas un mal pour un bien, finalement? Je dirais plutôt oui. Sur le coup, je comprends. Exactement. Tu t'es déchiré et le gars vient te dire, Joe, c'est pas à toi. Je comprends. En plus, t'es jeune, 19 ans. Ok. Mais par la suite, bon, comme tu le dis, t'avais potentiellement, c'est très clair, t'as un mental qui était assez fort pour pouvoir surmonter cet obstacle-là et continuer. Et moi, mon problème avec les concours, au-delà des prix qu'ils peuvent te donner ou pas, au-delà de ça même, j'essaie de peser bien mes mots parce que j'ai un gros respect pour les entrepreneurs parce que personne ne sait à quel point on est seul en fait. Exactement. T'es seul dans ta tête, t'es seul pour faire certaines choses. Quand tu parles potentiellement avec un groupe d'amis, personne te comprend parce qu'ils sont dans d'autres choses et tout. Et toi, il y a que toi qui vois exactement où tu veux aller. Et c'est ce que j'appelle croire. Il y a rien de tangible qui est là, mais tu y crois tellement et après tu avances. Donc j'ai un gros respect pour les entrepreneurs. Mon truc est avec les concours,
j'ai l'impression que c'est un peu faussé, en fait. Parce que pour moi, le but, c'est d'aller directement vers le consommateur. Hein. Et encore plus avec les réseaux sociaux, Internet, t'as quasiment plus besoin d'intermédiaires. Donc, à chaque fois, c'est pour ça que je demande à chaque fois quand on me parle de concours, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Et tu viens de me le dire. Ça vaut le coup pour 10%. Oui. Donc, en fait, le but réel des jeunes entrepreneurs lorsqu'ils vont dans les concours d'entrepreneuriat, c'est pour deux choses. La première chose, c'est déjà pour les financements. ok. Parce qu'il faut dire que c'est carrément difficile d'avoir les moyens pour se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout dans les pays africains francophones. Le deuxième point, c'est plutôt au niveau de la visibilité, parce que l'inconvénient, c'est que nous sommes dans des environnements où on préfère privilégier la médiocrité que les choses importantes. C'est vrai, tu penses? Je pense très bien, surtout en Côte d'Ivoire, et je pèse mes mots, que ce soit au niveau des médias, des chaînes de télévision, des radios, tout. Je l'ai dit avec des preuves. En fait, l'avantage, c'est que je suis très jeune, comme je l'ai dit, mais j'ai plus ou moins assez d'expérience. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Okay. Déjà, comme je disais, c'est plutôt au niveau de la visibilité des entreprises. Tu peux avoir un bon projet, mais si tu ne vas pas dans des concours où on parlera de toi, le projet risque de ne jamais voir le jour. Moi, par exemple, je me suis débattu durant plus de 2 à 3, depuis 2016 jusqu'à 2018, dans 2 ans, je me suis débattu en Côte d'Ivoire. J'ai couru derrière des médias, derrière les chaînes de télévision, les radios et tout. Pourquoi on puisse pas parler de moi, mais jamais. Je veux pas te couper, mais j'arrête pas de couper les gens dans cette émission. Non, pas de problème. Et auparavant, je dirais qu'avant 2000, l'an 2000, tu avais raison. Je pense que t'es obligé d'avoir un intermédiaire qui va parler aux gens. Maintenant, tout le monde a ça, là. Oui, le téléphone. Tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde a accès à Facebook, Instagram, YouTube gratuitement. Vous êtes vos propres médias. Et quand tu dis la médiocrité, on va embellir ça. Plutôt du divertissement que plus ou autre moins chose. Plus ou moins. Mais le divertissement, mais le divertissement là, ils utilisent les mêmes outils que toi. C'est par là que les gars les ont repérés. Donc je finis ça. Après, je te laisserai dire. Pour moi, si toi, et je le répète à chaque fois, entrepreneurs, des personnes qui font des choses constructives, si vous utilisez les mêmes outils que ces gens qui sont dans l'industrie de divertissement, potentiellement, vous deviendrez vous aussi des stars dans votre domaine et que les gars vous suivraient et tout. Un Steve Jobs n'est pas intéressant en soi. Mais il a utilisé c'est pas le bon exemple puisqu'il avait accès aux médias et tout, c'est pas le bon exemple. J'ai personne en tête là, mais il y a des gens qui font des trucs avec les réseaux sociaux. Exactement. Et c'est des choses qui peuvent changer la vie des gens. C'est ça la différence avec les personnes qui font du divertissement. Pendant 2-3 minutes, tu vas te sentir bien parce que tu as écouté une musique d'un artiste. Cool. Mais quand tu as une personne qui te donne du game, par exemple, toi, le gars, il investit je sais pas combien de milliers de francs dans les affiches publicitaires, alors qu'il pourra investir le même montant sur Facebook et cibler exactement qui il veut, et quasiment pour moins cher, en fait, finalement. Et dès que la personne a liké sa page, tu l'as toujours, puisqu'elle est toujours dans ton téléphone, elle va toujours voir tes trucs. Donc, si vous continuez, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais lancer Business Plan, c'est pour que on voit plutôt nous, stars, entrepreneurs ou qui faisons des choses constructives. C'est même pas contre les personnes qui font du divertissement, mais avec ces personnes-là, une contrebalance. On prend souvent l'exemple des États-Unis. Les États-Unis ont cette contrebalance-là. Ils ont beaucoup de stars du divertissement, mais ils ont aussi beaucoup d'entrepreneurs, Steve Jobs, Bill Gates et tout, Exactement. Je suis totalement d'accord avec, mais je dirais que, comme je le disais tout à l'heure, le niveau financier, c'est le premier. La visibilité, quand je parle de la visibilité, je prends l'exemple, par exemple, du concours d'entrepreneuriat, de la femme du PDG de NCA Bank. D'accord. Diagou. Son concours d'entrepreneuriat, par exemple, est un concours très médiatisé. Vous savez, il y a des projets que même si tu mets sur les réseaux, comme je le disais tout à l'heure, on est seul. On peut mettre une photo. Nos amis vont aimer les photos. On peut mettre un projet, ils vont jamais partager le projet. Par contre, par ces genres de concours, on peut avoir une lucane pour pouvoir se faire connaître aux yeux d'un grand nombre de personnes en même temps. C'est ça le but, en fait. Sinon, gérer la personnalité ou bien l'activité d'une personne sur les réseaux,
c'est faisable. Et je dis que mon premier contrat pro, je l'ai eu sur Internet. J'ai pris plus d'1 an j'ai fait les petits posts, je parle un peu de la communication digitale, je critique un peu des pages, je critique un peu des entreprises et tout. Et j'ai reçu l'appel d'une personne qui travaille à la télévision, qui me disait, bon, j'ai l'impression que tu es bon en communication digitale. Je dis oui. Il dit, bon, il y a une personnalité qui a besoin d'un chargé de communication. Donc, va postuler. Je suis allé, j'ai postulé et j'ai fait mes preuves. Dès que j'ai fini de faire mes preuves, puis voilà, j'ai commencé à travailler la personne. C'est grâce à Internet, je me suis vulgarisé sur Internet. C'est clair. C'est parce que là, on parle de la personne et de son activité. Imaginons que je veux lancer, par exemple, un projet 3 millions. D'accord. J'ai pas les 3 millions. Ouais. Mais si je mets le projet sur Internet, il y a 2 choses. Soit le projet sera volé ou copié. Ok. Voilà. Et du coup, je suis partagé par le voler ou copier. Voilà. Mais je développerai après, je te laisse. Et du coup, ou bien même ignorer. Ok. Et du coup, par contre, il y a un concours où je peux gagner, par exemple, 5 millions de francs. Ça, c'est au niveau financier. Et je peux gagner une visibilité où, lorsque je vais lancer directement, je dis n'importe quoi, le burger ivoirien. Ok. Si je fais sur mes réseaux et tout, ça va faire parler un peu de moi, puis c'est bon. Par contre, si je vais dans un concours, même si je perds le concours, et c'était l'avantage pour moi. Il y a des concours, je savais que j'allais perdre. Il y a un concours, par exemple, un concours allemand. Je savais que je comprenais pas l'allemand. J'ai participé au concours jusqu'en demi-finale. C'est vrai? Oui. Il y avait combien de participants? Il y avait une dizaine de participants. D'accord, ok. Mais arrivé en demi-finale, on parlait l'anglais. Mais là encore, je luttais jusqu'à ce que je suis arrivé en demi-finale. Je savais que j'allais perdre, mais j'ai eu une notoriété de folie dans ce concours. D'accord. Parce que déjà, c'était organisé par une partie de l'ambassade et tout. Donc, j'ai eu une visibilité. Donc, parfois, on ne participe pas au concours. On sait qu'on peut avoir une visibilité sur les réseaux. Ouais. Mais on peut avoir aussi des visibilités plus sérieuses sur Internet. La gagnante, par exemple, du concours de Diagou, elle a l'entreprise qui fait les poupées africaines. Mais après le concours, elle est passée sur, je crois, TV5 Monde, plusieurs chaînes France 24 Sarah et tout. Koulibaly? Je pense bien. Okay. La dame qui, j'essaie de la contacter, mais elle me répond pas. Voilà, la dame qui fait si tu regardes ça, Sarah Koulibaly, je veux te voir dans Business Plan. Et je pense qu'elle est plutôt accessible, elle va répondre. Ouais, je pense qu'il y a plein de messages qu'elle a pas forcément vu. Donc, du coup, elle, par exemple, juste après le concours, elle a eu plus de médias. Ouais. Sans, je dis pas que on ne peut pas nous créer des visibilités. Moi, je crée tout le temps, mes propres visibilités. Et comme je l'ai dit, le concours dont j'avais parlé tout à l'heure, qui m'a découragé, m'a permis de comprendre que aucune structure, aucune personne ne peut me donner ce que moi je veux avoir. Moi-même, je crée un plan média, je me dis, quand je communique sur moi-même, voici tel résultat je peux avoir, et je suis ça. Et par la grâce de Dieu, je pense que ça marche très bien, parce qu'aujourd'hui, quand je me réveille le matin, je vois par exemple que avant, 2 ans, 3 ans en arrière, je courais derrière les pages pour dire, s'il vous plaît, voici ma biographie, mettez sur les réseaux pour qu'on parle de moi. On ne faisait pas. Mais aujourd'hui, par exemple, Young Leaders Ivoirian, par exemple, un grand média qui parle des leaders ivoiriens, qui me publie ma biographie sans même que je le demande, sans même que je rentre en contact avec une personne. Ça montre déjà que ma méthode comme personnelle a aussi une sorte d'impact. Et quand une grande chaîne de télévision, par exemple, accepte de te faire passer dans une émission, et même en boucle, en rediffusion, tout ça, tu te rends compte que cela a forcément créé une sorte d'impact. Donc, je me dis que la méthode dont tu parles est une très bonne méthode aussi, mais c'est pas valable pour toutes les entreprises naissantes. Je vais reformuler ce que je disais, parce que ça peut paraître être en opposition. En fait, moi, ma logique, c'est que on est content et tous fiers d'être ivoiriens, d'être noirs, il n'y a pas de souci. Et une réalité, c'est que économiquement parlant, bon, on est un peu, en tout cas, quasiment les derniers, voire les derniers de la classe, si on veut se comparer au monde. Donc, je me dis, en fait, on n'a pas le choix. Exactement. Donc, partant de ce principe-là, littéralement, il faut que ce soit ancré dans notre tête qu'il y aura toujours ces obstacles-là. Un gars, tu vas faire mieux que lui, jalousie, ou lui, il l'a jamais vu, il peut pas comprendre qu'un gars qui a à peine 16 ans, il puisse faire ça. Il y aura toujours cela. C'est parce que je vois ici, surtout dans ce pays-là, donc mon pays, ce que je considère être mon pays, des gens courageux, tous les jours. Il y a personne qui peut me dire que le noir travaille pas. Vous en avez quelques-uns qui sont là, ça c'est, mais moi, les gens que je vois, peu importe le domaine, il n'y a pas de sous-métier, je vois des gens travailler très fort. Ils gagnent pas forcément ce qu'ils aimeraient gagner pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais tout ça pour dire que c'est pas comme si on avait beaucoup de choix, en fait. Exactement. Donc, tu vas au concours, tu vas tomber sur quelqu'un qui a la haine. OK.
si potentiellement il y avait un prix financier, je veux pas, t'étais jeune, mais je veux pas que ça te bloque en disant, ah, ok, tu me dis ça, c'est pas grave, mais j'avance. Exactement. Si en plus il y a un prix. Ce qui est bien, c'est que toi, t'as continué, Oui. les contrats derrière sont déclenchés, mais mentalement parlant, j'ai l'impression qu'on est assez faible et j'ai envie qu'on se renforce là. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ton entreprise, ça fait 3 ans qu'elle a démarré? La structure de la communication, oui. Structure, communication. Oui, oui. Vous êtes... 2 ans en digital et 1 an que nous sommes une entreprise de communication à part entière. Ok. Nous réalisons des vidéos publicitaires maintenant, tout ça, mon cher. Ok. Si tu veux être spécifique, tu peux. Ça serait cool. Maintenant, pas forcément pas besoin d'être spécifique, mais de dire à peu près comment vous tournez. En termes de chiffre d'affaires, on va dire, vous êtes parti de 0. Vous êtes à combien aujourd'hui avec tout ce que vous réalisez? Parce que c'est réellement ça qui intéresse les gens. Exactement. Je dirais directement qu'au niveau de l'année 2018, par exemple, on était à peine à 1 million, 1,5 million chiffre d'affaires. Démarrage, ouais. Oui. Et, il y avait combien de personnes à ça? Environ 7 personnes. T'avais 7 personnes? 7 personnes. Réalisé 1 million de chiffre d'affaires. Oui. Annuel, à l'année. Oui, annuel. Puisqu'on ne payait pas le local, j'étais encore chez les parents en 2018. Okay. Donc, on faisait la réunion à la maison et tout ça. D'accord. Mais en 2020, je dirais qu'on a atteint plutôt la barre des 7 millions. Ok. En 2020, surtout à cause de la Covid qui nous a quand même paralysé. D'accord. On a atteint quand même la barre des 7 millions pour la seule structure. Pas parce que j'aime rendre ça différent des activités qui n'ont rien à voir avec la communication. Ouais, okay. Sinon, à part ça, il y a d'autres activités qui ont sûrement arrondi à un chiffre d'affaires un peu plus élevé. D'accord. Voilà. Mais pour cette petite partie-là, je dirais c'est cette somme-là. Okay. Mais je ne compte pas dedans la variante des réalisations de vidéos publicitaires qui sont très chères en Côte d'Ivoire et tout ça. D'accord. Oui, j'en ai vu une où je connais pas la marque, mais il y avait une usine qui était dedans. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant quand je fouillais un peu ton profil et tout. Exactement. Ça a été réalisé par nous. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui t'a fait aller dans le poulet? Bon, je dirais que comme je l'ai dit au départ, mon but c'est de... Est-ce que c'est purement financier ou c'est quelque chose qui c'est une passion aussi? Je dirais que c'est pas forcément une passion. Financier. C'est plutôt financier, mais c'est plutôt objectif parce que, comme je le disais tout à l'heure, le but c'est de créer, c'est que NMAW Group puisse exister avec plus d'une dizaine d'entreprises. Brièvement, les entreprises dont l'objectif que je me suis créé, je devais créer NMAW Society, l'entreprise de communication, N Volaille, l'entreprise de poulet, N Resto, qui ouvre ses portes dans 2 ou 3 mois par la grâce de Dieu, un restaurant 100% africain. Ok. Et quand il dit 100% africain, les mets qu'on a l'habitude de voir au bord de la route, ce seront ces mets-là qui seront vendus dans le restaurant. Tu sais qu'on est en pleine période de jeûne, là. Moi, ça me fatigue quand on parle de ça. Ah ouais. Donc, en gros, ça sera un petit truc un peu innovant. Je ne peux pas tellement déballer le projet actuellement, mais le 3e projet, la 3e entreprise, c'est ça. Après, on a un 4e projet qui est plutôt N Media. Ouais. N Media qui est un ensemble de 3 projets. Un premier projet de entre-échange web, qui sera une chaîne web, la première chaîne web ivoirienne en ligne 24 heures sur 24. Okay. Une chaîne web, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il faut que les entrepreneurs eux-mêmes créent leur propre méthode pour créer leur visibilité. Tu maîtrises ta com, voilà. Du pétrole. En 2019-2020, j'ai fait un projet de radio que j'ai proposé à plusieurs radios sur le territoire ivoirien. La première, le premier contact, c'est waouh, le projet est très bon, le projet est constructif, il est important, tout. On vous rappelle et puis c'est fini. Ça me fait rappeler tout à l'heure quand tu disais que si tu publies quelque chose, on peut te le copier ou te le voler. Exactement. La raison pour laquelle je suis partagé sur cela, c'est une réalité. Quelqu'un qui a assez de capital peut le copier, voler entre guillemets. Mais ça reste une idée. Pour moi, c'est que personne ne peut réaliser ce que tu veux réaliser parce que y a exactement. pas ça, là. Exactement. Là, je suis d'accord. Parce que c'est tellement difficile de créer que tu peux donner le plan exact. C'est un peu le but de l'émission. Mais les obstacles qu'il y aura à affronter, les gars sont pas prêts à affronter cela. Toi, tu sais, tous les jours, t'es là, c'est foutu. T'as des hauts, t'as des très bas, t'es tout seul, tu dois te remotiver et tout.
Donc, il n'y a pas réellement de choses qui n'ont pas Exactement. été inventées. Parce que Exactement. l'on fait une interview, il y a 20 000 personnes qui font des interviews, ils appellent ça autrement et tout. Mais la manière dont je la drive, entre guillemets, les invités que je reçois, ceux qui donnent comme information, bon, c'est difficilement copiable. Exactement. Ils peuvent t'inviter et j'espère que ça va te donner encore plus de visibilité par rapport à tes activités et tout cela. C'est parce que ça veut dire que Shokanawa aussi, on fait du bon boulot. Mais à un moment donné, c'est notre identité, c'est notre signature. Personne ne peut copier cela. Donc, il n'y a pas forcément besoin de dire, OK, parce qu'on est beaucoup comme ça. Ah, je vais pas dire ça parce que lui, il va me copier. Oui. Non, personne peut. Non, mais... Il peut copier, mais il pourra pas avancer. Exactement. Parce que réellement, ce que tu as dans ta tête, là, si je veux être un peu religieux, c'est le créateur qui te l'a donné. Donc, si c'est pour toi, personne peut t'arrêter. Exactement. En fait, je suis d'accord avec ça. Et moi, je le fais tout le temps. Vous regardez, par exemple, dans mes mails, moi, dès que tu me dis, tu as un projet, telle chose, je te fais, je te l'envoie. Et je suis de cette mentalité. Par contre, quand on est en griffe, influenceur ou motivateur, parfois, il faut se mettre dans la peau d'autres personnes qui pensent réellement que lorsqu'elles écrivent des projets, une personne qui prend le projet, la personne va directement avec leur projet, voilà. Sinon, l'une de mes dernières conférences à l'université, je l'ai dit la même chose. J'ai dit qu'en réalité, il y a des structures où on ne doit pas envoyer nos projets. Ça, c'est normal, parce que bon, quand tu vois le projet là-bas, le projet ne peut peut-être pas voler, mais on peut le copier et ça, c'est naturel. Un projet qu'on copie, qu'on met plus d'argent par rapport à toi, même si toi, tu fais le projet original, ça sera lent par rapport à la personne qui copie. Financièrement. Voilà. Donc, du coup, je suis de ce cas, mais je suis aussi d'accord avec toi parce que moi, comme je disais tout à l'heure, c'est ça. Et donc, je voulais créer un média. Quand j'ai envoyé des projets à la radio, tout le monde était d'accord, aimé, mais j'ai pas eu de retour. Donc, j'ai dit, OK. Certes, ça demande assez de fonds pour une bonne chaîne web, mais je pense que dans 2 ou 3 ans, peut-être 2 ans, on pourra faire cette chaîne entre-échange web TV, une chaîne 100% web connectée 24h/24. En plus de ça, Entre-échange Mag, qui est un magazine qui parlera de tous les jeunes entrepreneurs, ça sera en numérique et en physique. Voilà. Donc après ça, on aura une radio. Entre-échange FM, qui sera aussi une radio 100% entrepreneuriat à but non lucratif. Voilà. À but non, moi, quand on me dit ça, à chaque fois, question. Quand tu dis à but non lucratif, comment vous allez générer des fonds, en fait? C'est-à-dire que, pour faire fonctionner la radio. C'est-à-dire, en réalité, je pense que, comme j'ai l'habitude de dire parfois, dans des conférences, parfois on gagne sans gagner de l'argent. D'accord. Quand je dis, par exemple, une radio à but non lucratif, cela va créer intérieurement, dans le cœur de plusieurs entrepreneurs, une relation. D'accord. C'est comme si des gens auront l'impression que, enfin, ils ont pensé à nous. D'accord. Okay. Donc, tous les autres entrepreneurs viendront directement vers cette radio-là. Mais je n'ai pas dit que le magazine sera gratuit. Je n'ai pas dit que la chaîne web sera gratuite. Mais plus on te donne une lucane de gratuité, plus on te propose d'autres services qui sont payants. Voilà. Donc, du coup, on joue sur les approches pour pouvoir attirer plus de clients. C'est aussi le business. Voilà. D'accord, ça marche. Voilà. Donc, en gros, c'est différentes entreprises. Il y a N immobilier, il y a N design, il y a beaucoup de N projets qui viennent. Donc, je vais créer plutôt un groupe de plus de 10 entreprises minimum. Donc, ces 2 entreprises-là, l'entreprise numéro 1, c'est mon entreprise de cœur. Parce que j'aime la communication, je ne vis que par la communication. C'est pourquoi j'ai fait 3 ans en comptabilité, j'ai laissé la comptabilité pour refaire toute une filière encore en communication. Parce que j'aime la communication. À part la communication, le reste sont les projets de cœur. Ça marche. Des projets financiers, voilà. D'accord. Comment tu fais pour devenir conférencier? Je dirais directement que ça, je voudrais répondre très sérieusement parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que tout le monde est conférencier. Je le dis parce que pas par orgueil. Pourquoi tu dis ça? Pas par orgueil, mais conférencier motivateur. Voilà. J'ai l'impression que tout le monde est aujourd'hui conférencier motivateur. Pas par orgueil, mais je pense que la meilleure façon d'être déjà motivateur, il faut vivre ce que d'autres personnes vivent actuellement. Pour pouvoir mieux les conseiller. Ça, c'est un. Pour être conférencier, il faut avoir de l'expérience dans le domaine. Il faut avoir déjà l'art pour parler, l'art de convaincre, l'art de pouvoir changer la mentalité d'une manière positive de plusieurs personnes
et l'art de pouvoir enseigner. Et je pense que ces différents arts-là, plusieurs personnes ne l'ont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des arts qu'on peut travailler sur nous pour les avoir. Il y a des arts avec lesquels on est. Je le dis parce que de 2016 à 2018, j'avais un carnet, j'ai montré même à mon collaborateur à mon bureau hier. Je partais dans toutes les conférences. Avec mon carnet, je suis assis, je prends note. Comment les conférenciers. Mon mentor, par exemple, c'est Fabrice Saoignon. J'ai un grand frère aussi qui est Alain Anzara, qui est un très grand conférencier que j'aime bien. Et ces personnes-là, je vais à leurs conférences, je prends note. Je prenais note et je suivais beaucoup de conférences en ligne de plusieurs entrepreneurs anglophones, francophones et tout. Le but, c'était que je savais que j'avais l'art oratoire, je pouvais bien parler et tout, mais j'avais beaucoup de choses à apprendre. Donc, durant ces périodes-là, j'ai appris beaucoup. C'est pour ça que quand j'ai dit aujourd'hui à des personnes que j'ai plus de 25 conférences que j'ai déjà réalisées, ils sont étonnés parce qu'ils se disent, bon, d'un jour au lendemain, comme ça, tu as déjà 25 conférences. Parce qu'en réalité, j'ai pris le petit temps pour pouvoir bien m'asseoir. Donc, quand tu fais une conférence, le même jour, une personne te dit, waouh, je veux que tu as une conférence dans mon école, dans mon entreprise et tout. Et c'est comme ça que ça va. Ok. Est-ce que c'est lucratif de faire des conférences? Ça dépend de tes objectifs. Okay. Ça dépend plutôt de tes objectifs. Pourquoi? Parce que déjà, dans mes débuts, si je voulais prouver que je suis un conférencier. D'accord. Donc, tu voulais prouver à qui? À toi ou à d'autres? Déjà moi-même, je voulais me prouver que je suis un conférencier vraiment. D'accord. Et en même temps, parce qu'il faut dire que avant moi, il n'y avait pas de conférenciers de mon âge. D'accord. Il y en a beaucoup ici, de ton âge, de conférenciers? Jusque là, je ne crois pas encore, hein. J'ai pas encore vu, en tout cas. À mon âge, non. Parce que quand tu dis conférencier, bon, il y a beaucoup de titres. Il y en a qui c'est coach. Voilà. Bon, bref. Plutôt dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ok. Voilà. Il y en avait pas de mon âge. Donc, du coup, je doutais un peu de moi encore. Donc, je voulais savoir, est-ce que si je me lance, j'aurais plutôt des résultats? Donc, j'ai commencé comme ça, mais je dirais que, au départ, c'était juste me faire connaître. Ouais. Donc, j'ai fait 5 conférences dans la première année. D'accord. Juste me faire connaître. La deuxième année, c'était maintenant pour faire connaître plutôt, faire confirmer maintenant le conférencier. Donc j'ai fait une dizaine de conférences et après ça maintenant ça rentre dans le but lucratif parce que faut prouver maintenant avant de pouvoir jouir de ça. Donc là maintenant mes conférences n'étaient plus seulement dans l'entrepreneuriat mais plutôt maintenant dans plusieurs secteurs d'activité comme l'entrepreneuriat déjà. Ouais. Au niveau même de la communication, ouais. Parce qu'il y a des entreprises qui me payent pour former leur personnel en communication. Ok. Il y a des chefs d'entreprise qui me payent pour eux-mêmes les former en communication. Alors, ce mot-là est tellement large. En communication digitale. D'accord, ok. Mais quand il y a communication, c'est plus vague parce qu'une entreprise peut me dire aujourd'hui, on a besoin d'une personne pour former nos personnels en Facebook. Une autre en Instagram. Ouais. Une autre, par exemple, en réalisation de contenu. Ouais. Donc, en fonction des attentes de l'entreprise, on y va. Là, ça a but lucratif. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais pris 5 fois pour faire une conférence dans les universités, dans les écoles, parce que j'ose dire que ce sont des jeunes comme moi. Ouais. Ils n'ont rien, nous avons rien. Je ne vais pas venir demander à un jeune qui vient m'écouter dans le but de pouvoir entreprendre un jour de me payer 5 000 francs, 10 000 francs pour une formation, mais il va gagner ça où? Il gagne ça pour aller dans les concerts. Exactement. Donc, du coup, tu es obligé de te fondre dans la glace pour faire la même chose, parce que... Non, tu m'as pas compris. Il a réussi à gagner ça pour aller dans les concerts. Oui, mais malheureusement, il ne peut pas donner. J'ai fait même une vidéo là-dessus, pour mettre sur les réseaux. Beaucoup de jeunes peuvent dépenser pour le divertissement. Ouais. Danser 1 heure, 2 heures du temps, transpirer, rentrer à la maison pour 10 000 francs de spectacle, oui. Mais 1 000 francs d'entrée pour des conférences, non. Ma première conférence, je suis sorti avec mes coéquipiers pour demander pardon aux gens qui passaient pour venir s'asseoir pour m'écouter. Ah ouais. Ok. Juste pour dire que l'entrée gratuite même, c'était le cas. Donc imagine si c'est payant. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, la dernière conférence payante que j'ai fait, c'était l'entrée à 10 000 francs. Le thème c'était vendre à tout prix grâce à Internet. On a fait un guichet fermé à plus de 45 personnes. Voilà. 450 000. Oui, voilà. Normalement, mais comme on était deux, on a partagé, donc du coup, voilà, c'était un peu cette méthode. Mais je dirais que, alors, il y a des étapes. Celle où tu as eu guichet fermé, entre guillemets, quel était le profil?
Est-ce que c'était des étudiants ou c'était des personnes actives déjà? C'était plutôt pour toutes les personnes qui ont besoin de cette formation, soit parce qu'on a donné un certificat à la fin, on a délivré un certificat. Mais c'était quel type de personnes qui sont venues? Oui, il y avait les personnes, des étudiants. Ouais. Il y avait aussi des entrepreneurs, mais plus des entrepreneurs qui sont dans le e-commerce, qui vendent un peu sur Internet et tout ça. Ah, voilà. Parce que moi, ces histoires ok. Et je ne stigmatise même pas comment ça s'appelle, les étudiants et tout ça, quand on dit, ouais, je viens de le dire, ils trouvent de l'argent pour aller se divertir et tout. Je pense juste que c'est pas forcément la cible, en fait, pour toutes les formations qu'on veut donner. Exactement. Tu vois? Donc, je vais pas perdre mon temps, entre guillemets, avec des gens qui sont pas intéressés par moi. Exactement. Ou en tout cas, par rapport à ce que je veux leur donner. Alors que tes entrepreneurs, comme je dis, ici, en plus, c'est quasiment un Eldorado. Il y a très peu de gens finalement qui maîtrisent beaucoup Internet, les réseaux sociaux, juste pour faire des trucs sur Word ou Excel, ça devient compliqué. Exactement. Donc, plutôt aller voir ces gens-là qui, eux, sont intéressés par ça, quoi. Exactement. C'est pour ça que j'aime dire aux gens que il faut que beaucoup de motivateurs web arrêtent de dire aux gens que tout le monde peut être entrepreneur. Tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Non, non. Je ne pense pas que tout le monde peut être entrepreneur. Ah, d'accord, ok. Donc, je disais que, c'est quand c'est pas compris, je disais que, il faudrait que beaucoup de motivateurs arrêtent de dire à tout le monde sur Internet que tout le monde peut être entrepreneur. Ah, oui. Parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je m'apprête à lancer, la première édition, le volume 1 d'un livre que je suis en train d'écrire appelé L'entrepreneuriat autrement. T'es écrivain aussi? Ouais, je me lance fraîchement là-dedans. Ok. L'entrepreneuriat autrement, dans l'entrepreneuriat autrement, j'ai développé une partie pour moi après expérience qui montre que l'entrepreneur c'est pas une personne. Ouais. C'est 3 capacités. Okay. 3 capacités parfois qui peuvent être en une personne, mais parfois qui sont dans plusieurs personnes qui se réunissent pour travailler. Explique-moi ça, les 3 capacités. Les 3 capacités, la première capacité c'est la capacité de leader. Ok. Je vais expliquer tout à l'heure la capacité de leader, la capacité maintenant de sac à idées et la capacité d'exécutant. Je m'explique, le leader, c'est la personne dans le projet d'entrepreneuriat qui peut prendre sur elle, parler, quoi comme je suis en train de faire, expliquer le projet et développer tout ça avec un franc-parler vraiment très élevé, avec une confiance, une maîtrise en soi. On a aussi un sac à idées. La majorité étant les sacs à idées, on les a dans notre environnement. Ce sont des personnes qui ont des très bonnes idées mais qui n'aiment pas se faire voir. D'accord. Et ces personnes-là, parfois, n'aiment pas les yeux, n'aiment pas le public. Ils sont introvertis. Exactement. Okay. Donc, ces personnes-là, par exemple, sont des sacs à idées. Et ce sont des personnes qui doivent collaborer avec des leaders pour leur communiquer le projet afin que ces leaders puissent vulgariser sur ces projets. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont des leaders, qui savent parler, expliquer. Il y a des sacs à idées qui ont des très bonnes idées, mais il manque des personnes pour pouvoir réaliser ces projets-là. Il faut des exécutants. Comme je l'ai dit encore, ce sont des personnes qui sont toujours dans notre environnement. En Côte d'Ivoire, on les appelle les opéros. Il y a des personnes qui sont dans ton environnement qui ne sont pas là pour réfléchir. Dis ce que tu dois faire, la personne fait. Et donc, parfois, on a l'avantage de trouver un entrepreneur qui a ces capacités-là. Ouais. Il est leader, il est un sac à idées et il est exécutant. Je prends par exemple, moi, mon cas. De 2018 à 2020, j'ai pas travaillé avec des personnes, j'ai travaillé seul. Okay. Ce qui fait que j'étais le directeur de l'entreprise. Donc, je réalisais les idées. Je suis monteur, réalisateur, cadreur, photographe. J'ai appris à faire tout en même temps. Donc, du coup, je suis en même temps l'exécutant. Donc, je suis le leader, le sac à idées et l'exécutant. Donc, que je travaille avec d'autres personnes ou pas, j'ai au moins ces capacités qui me permettent d'être un entrepreneur complet. Mais cela n'empêche que plusieurs personnes ne peuvent pas être avoir toutes ces capacités en même temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes personnes qui veulent entreprendre mais qui n'arrivent pas. Parce qu'il y a des gens qui disent j'ai des très bonnes idées mais ils ne savent pas comment les réaliser. Tu n'es pas un exécutant. Il y a des très bonnes idées mais ils ne savent pas comment les développer, comment en parler, comment chercher des financements. Tu n'es pas un bon leader. Donc il faut que tu t'associes à d'autres personnes pour pouvoir les lancer. Et je pense qu'après recherche, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit les grandes plateformes, les grandes réalisations, même que ce soit Alibaba.com, ces personnes-là ont été juste des leaders. Sinon, des personnes ont travaillé avec des personnes qui étaient des sacs à idées et des exécutants. Facebook, par exemple, Mark n'a pas été le seul à créer Facebook. Mark a été juste le leader. Mais quand un jour, j'étais étonné de voir que dans le top 50 des personnes les plus riches de moins de 40 ans, si je ne me trompe pas, en Amérique, Mark n'était pas le numéro 1 en cette année-là. Le numéro 1, c'était le deuxième actionnaire de Facebook. Et quand j'ai fait des recherches, le deuxième actionnaire de Facebook, c'est l'un des partenaires de Mark,
avec qui ils ont créé Facebook. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'être actionnaire et il crée d'autres projets pour des entreprises et il les revend. Ce qui fait qu'il est fortuné aujourd'hui. Donc lui, par exemple, c'est un sac à idées. Mais il n'est pas un leader. D'accord. Marc, par contre, c'est un leader. Donc du coup, beaucoup de personnes meurent avec leur projet parce que ces personnes-là sont des sacs à idées, mais qui veulent pas se cocoler à des leaders. Comme anecdote, pour terminer cette partie, il y a un jeune qui a développé un projet en Côte d'Ivoire, où le projet, il avait la possibilité, par exemple, d'allumer des ampoules avec une télécommande. D'accord. C'est pas tellement innovant dans les pays développés, mais en Côte d'Ivoire, c'est très rare. D'accord. Et dès que j'ai vu le projet, je suis rentré dans ma grotte, j'appelle ça ma grotte, je suis rentré à la maison, j'ai développé un projet là-dessus. Comme on allait proposer à des quartiers pour les sécurités, comme on allait proposer cela à des hôtels, et j'ai commencé à développer le projet. J'ai contacté le jeune, il est dans la ville de Boaké. J'ai dit, j'aime ton projet, je voulais qu'on collabore ensemble. Sur place, il m'a dit, ok, pas de problème. Quelques heures après, quelques jours, il m'a envoyé un message, il m'a dit, non, c'est pas la peine. Pourquoi? Et après analyse, je me suis rendu compte qu'il se disait que voilà, mais la personne va voler mon projet, on va collaborer ensemble, lui, on le connaît déjà, moi, on me connaît pas, ils vont parler de lui, ils vont pas parler de moi. Mais il est mort avec son projet. Il vit, mais son projet ne vit plus. On n'en parle plus. Mais tu devrais, ce que j'allais dire, ça allait être un peu sortir violemment, parce que une idée, ça n'a pas de valeur. Oui, c'est-à-dire, je devais même lancer directement le mien. En fait, le véritable problème aussi, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, une personne qui crée un projet a quelque chose que des autres n'ont pas. Et moi, comme tu le dis, je respecte tous les entrepreneurs. Et je savais que il avait quelque chose que j'avais pas. Moi, j'ai juste écrit le business plan et tout. J'ai écrit le projet, mais dans la pratique, je connais rien. Alors, attends, pardon, je vais te couper encore par rapport à cela. La raison pour laquelle je dis, tu aurais dû, entre guillemets, lui voler ou en tout cas lancer l'idée. Oui. Parce que si tu as ça dans la tête, et c'est vraiment une conviction, hein, exactement, que j'ai. Appelle ça comme tu veux, l'univers, le créateur, Dieu, peu importe comment tu veux l'appeler. C'est lui qui te donne ça. Exactement. Il t'a donné le pouvoir en tout cas, nous les êtres humains, on a ce pouvoir. Contrairement à toutes les autres créatures qui sont sur cette terre-là, on a la possibilité de pouvoir créer quelque chose. Exactement. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir avec dans ta tombe. On dit souvent, j'ai entendu, je sais plus c'est qui a dit ça, si tu vas dans le cimetière, la majorité des gens qui sont morts, j'allais dire une bêtise. Bref. Mais si tu vas dans un cimetière, les gens là-bas, en tout cas ceux qui sont morts, ce qui les ronge le plus, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir fait ci ou ça. Ou même pas besoin d'aller dans le cimetière, les personnes qui sont un peu plus âgées que nous. Exactement. Qui ne peuvent plus faire, sont plus mobiles et tout. Leur principal souci, c'est de regretter de ne pas avoir fait certaines choses. Exactement. Si tu as une idée et que tu veux pas la mettre en place, tu mérites de te la faire voler, entre guillemets. Tu vas pas commencer, dans la majorité du temps, tu vas être obligé, effectivement, de faire des concessions, des sacrifices. Exactement. Tu vois, si t'as pas de sous, t'as pas d'autre option que d'avoir quelqu'un qui a des sous et il aura beaucoup plus de poids par rapport à toi sur cela. Donc, exactement. C'est une collaboration. Et si effectivement t'as pu développer une idée, tu peux en développer plusieurs autres. Médias, poulets, restaurants, immobilier. Non, mais je pense que dans ce cas-là, ça démonnait par contre, lui, par exemple, il avait pas juste le projet. Lui, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Il y en a plein qui sont comme ça. Exactement. Assez. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs jeunes qui ne se développent pas aujourd'hui à cause de ça. Moi, j'appellerais ça de l'orgueil. Pour moi, j'appellerais de l'orgueil parce que ces personnes se disent non, il faut qu'on parle de moi, il faut. Et j'ai fait un post sur Facebook un jour pour dire que il faudrait pas qu'on mélange. Tu peux être populaire et puis ne rien gagner en retour. Absolument. Surtout sur les réseaux sociaux. Et tu peux ne pas être aussi populaire et gagner suffisamment. Le plus riche, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, le plus riche de l'Afrique francophone, on ne le connaît pas. Aux dernières nouvelles, c'est un Malien. Même quand l'émission Réussite de Canal+ allait pour le rencontrer, il a refusé de le rencontrer. Donc, ils ont échangé juste avec, je crois, son comptable ou bien un de ses représentants. Juste pour dire qu'il y a des personnes même qui ont sacré des bons résultats et tout, mais qui aiment pas la visibilité, qui aiment pas la popularité. Donc, du coup, les jeunes pensent que, nous, les jeunes ivoiriens, surtout, puisque je suis en Côte d'Ivoire, on pense que quand on parle de nous, c'est ça qui fait par exemple le succès. Donc on a un projet, on a peur de se coller à d'autres personnes. Moi, sincèrement, j'ai pas peur. Actuellement, par exemple, je m'apprête à lancer un projet.
si Dieu le permet, avec le mentor Fabrice Sassaraunion, qui est un projet de conférence qu'on fera dans des grandes villes de la Côte d'Ivoire. D'accord. Sur 3 à 6 mois. Où on va parcourir toutes les grandes villes pour des formations gratuites pour les jeunes entrepreneurs. Et ça, ce projet, je ne peux pas le réaliser seul. Parce que ça demande suffisamment de moyens et d'expertise. Et la meilleure personne qui peut m'aider forcément, c'est le mentor Fabrice Sassaraunion pour le régler. Donc, je ne vais pas dire non, c'est mon projet, il faut dire qu'on parle de moi. S'il me dit non, qu'on met le nom de mon entreprise là-dessus, j'accepte et puis on y va. Du moment où je gagne en expertise, je gagne en argent, la visibilité, moi, mais je peux la créer après. Et la visibilité, c'est l'homme qui la crée. Je prends l'exemple, il y a des personnes avec qui j'ai collaboré, je n'ai jamais mis mon nom sur leur projet. Mais à la fin, quand ça a réussi, je me cache et je dis, ah, c'est grâce à moi. Voilà, mais ça fait moi ma popularité derrière. Absolument. Voilà. J'ai travaillé plus de 8 mois avec une structure qui appartient aussi à mon mentor, mais il ne savait pas que je travaillais pour lui. L'une de ces entreprises qui a ouvert les portes très récemment. Je travaillais là-bas très chargé de communication, mais lui ne savait pas. C'est à la fin de l'année 2020 qu'on s'est rencontrés sur bureau, il a dit c'est moi qui gérais la communication de telle entreprise qui t'appartient. Il a dit ah bon, il a dit oui, mais pourquoi tu m'as pas dit? Il a dit non. Le but c'était que un jour on ait un bon résultat, il te demande mais qui gère la communication? Et là il sort, il dit ah mon mentor c'est moi. C'était le but. Donc du coup parfois tant que nous les jeunes on n'enterre pas en fait notre orgueil, quand on ne se concentre pas sur l'essentiel, on aura toujours des problèmes. C'est clair. Ça, voilà. C'est une bonne fin, ça. Donc, Abraham. Yes. Donc, c'est quoi, j'aime faire des prédictions dans Business Plan. Ok. Et, toujours, j'ai cette question, on va dire, ça va devenir un petit rituel, c'est de me dire, ok, dans 5 ans, où il sera Abraham Ndjoré, où sera NAW Society? Je dirais, dans 5 ans, on va regarder cette vidéo, hein, ça sera sur Internet. Ouais. Voir si tu auras atteint ces objectifs. Là, je te mets une pression supplémentaire. Ah ouais, vraiment. Mais j'aime beaucoup plutôt la pression parce qu'un entrepreneur, c'est ça. Il aime plutôt les défis et tout ça. Je pense que déjà, dans 5 ans, par la grâce de Dieu, je pense déjà pouvoir ouvrir 3 autres entreprises, en plus des 2 qui existent déjà. Et en plus de ça, on est en train d'y voir même actuellement pour installer une filiale de la NMAW Society, l'entreprise de communication, au Bénin. Et on est en train d'y voir aussi au Cameroun. Et pourquoi pas au Burkina. Donc du coup, dans 5 ans, on espère avoir plusieurs filiales de l'entreprise NMAW Society dans plusieurs pays africains. On espère aussi avoir des filiales de notre entreprise de restaurants dans plusieurs pays africains, et on espère surtout avoir plusieurs collaborations avec des grandes entreprises, être à un niveau supérieur un peu comme Vodou Communication en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc notre perspective c'est ça c'est au niveau plutôt professionnel, au niveau de l'entreprise, mais au niveau personnel je dirais que dans 5 ans j'espère être au moins un influenceur accompli, de sorte à ce que quand je dis par exemple les jeunes levons nous travaillons, que ça puisse impacter 1 millier de personnes. Et que mes livres que je m'apprête à écrire une série de 5 livres, dont le premier livre dont je parlais. J'espère que juste dans 5 ans, je pourrai écrire les 5 livres, dont un livre par an, et tout. Et puis, j'espère avoir une sorte de répercussion sur la jeunesse, de sorte à ce que je puisse leur parler réellement des problèmes auxquels on fait face, afin qu'ils puissent trouver des solutions avec moi, et puis on puisse évoluer ensemble, afin qu'on puisse être plutôt conscient par rapport à ces personnes occidentales qui pensent que nous sommes des inconscients, les jeunes africains. Ok. Voilà. Écoute, sur ces prédictions, on va se quitter. Abraham Ndjoré, je te remercie encore d'être passé dans le Business Plan. Très heureux. C'est tout le mal que je te souhaite d'atteindre tes objectifs d'ici 5 ans. Super. Peut-être même avant. Ouais.